Parmi les 4 jeux que je vous présente aujourd'hui, il y en a certains que je vous recommande d'acheter les yeux fermés, la tête baissée. Mais il y en a d'autres que je vous recommande d'ignorer et d'éviter comme la peste. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de cette série que vous semblez bien apprécier, série qui s'intitule Achète-le, essaie-le, ignore-le. Série dans laquelle je vous présente 4 jeux auxquels j'ai pu jouer récemment et pour chacun de ces titres, je devrais me prononcer à savoir si c'est une recommandation d'achat les yeux fermés, si vous devriez complètement ignorer le titre parce qu'il ne réinvente rien ou parce qu'il y a des jeux qui font de façon beaucoup mieux ce qu'ils proposent, ou si je vous recommande absolument d'en faire l'essai avant de prendre votre décision, soit parce qu'il y a une twist particulière, c'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde. Bref, pour chacun des 4 jeux d'aujourd'hui, je devrais me prononcer. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et commençons avec le premier jeu. Donc, le premier jeu dont je vous parle aujourd'hui est un jeu auquel j'ai eu l'occasion de faire plusieurs parties récemment. Il s'agit de Expédition. Donc, pour ce titre, on est sur du 1 à 5 joueurs, un jeu de engine building avec un aspect, une twist de end building ou de deck building, un peu comme camouflé. Il s'agit du nouveau jeu de Stonemaier Games qui est dans le même univers que Scythe, qu'on connaît bien, mais c'est bel et bien un jeu complètement indépendant, à part entière. Ce n'est pas une extension. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur le jeu, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ma vidéo où je vous en ai fait la présentation des règles. Donc, à son tour, grosso modo, le joueur déplace son marqueur d'action et va résoudre toutes les actions qui sont encore visibles sur son plateau personnel, soit 2 ou 3 actions selon le moment dans la partie où il va déplacer son marqueur. Les joueurs utilisent donc ces actions pour déployer leur robot géant, leur mech, sur la carte afin d'explorer différents lieux. Pour récolter les bénéfices qui s'y trouvent aussi, les joueurs vont jouer des cartes de leurs mains pour récupérer des points de force et de ruse, en plus de pouvoir activer leurs habiletés. Ils vont pouvoir réaliser des quêtes, étudier des chutes de météorites, développer des outils, combattre la corruption, etc. Donc, ça c'est le topo global. Si vous voulez avoir plus d'informations concrètes sur le jeu, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo. Donc, je vais qualifier Expédition de jeu à ignorer. Mais je tiens à dire que j'apprécie Expédition personnellement. Ceux qui nous suivent et qui nous supportent sur Patreon, donc on a une discussion VIP avec les gens qui veulent, qui acceptent de discuter avec nous sur Messenger et j'ai partagé beaucoup de photos récemment sur Expédition. J'ai fait mes premières parties. En date d'aujourd'hui, lorsque je filme cette vidéo, j'ai fait 4 parties. Et c'est bien, je dois le dire. Je vais y revenir dans quelques instants, mais, il y a un mais, le jeu ne propose rien de vraiment nouveau. Bon, il y a la petite twist de deck building, là, mais on passe par-dessus assez vite, je dirais. C'est encore un jeu où on se déplace, on joue des cartes, puis on ramasse les récompenses du lieu où on se trouve. Et surtout, c'est trop long. Surtout à plus de 2 joueurs. Je dirais que le 60 à 90 minutes indiqué sur la boîte est réaliste. En solo, il y a 2 joueurs, mais je vois facilement les parties dépasser la barre des 2 heures avec plus de joueurs. Et c'est dommage pour ce que le jeu propose. Ça tourne en rond très, très vite. Après 2 parties, personnellement, j'étais très enthousiaste. J'aime beaucoup le jeu, je l'apprécie, je vais encore y jouer, c'est certain. Mais après 4 parties, je dois dire que mon intérêt a beaucoup diminué. Le jeu est bien, mais si vous y jouez jamais, je ne considère pas que vous passez à côté de quelque chose d'incontournable. Vous pouvez clairement trouver mieux.
Après ce coup dur, on enchaîne avec Legacy of You. Pour ce prochain jeu, on est sur du strictement solo, uniquement en solitaire. Un jeu de campagne 100% rejouable, de gestion de ressources, de deck building, des petites touches de placement d'ouvriers, un petit aspect narratif également. Dans ce jeu, côté thématique, on remonte environ 4000 ans en arrière pour se trouver dans le contexte de la Chine ancienne où le peuple était constamment menacé d'une part par la crue des eaux et d'autre part par les attaques de barbares. Donc les joueurs doivent gérer leurs précieuses ressources le plus efficacement possible car ils doivent creuser des canaux pour détourner les eaux du fleuve, assigner des combattants pour stopper les assauts incessants des barbares, prioriser la construction des bâtiments les plus efficaces, gérer l'utilisation des villageois, etc. Donc, je vais, avant de me prononcer, en fait, je vous ai fait la présentation également d'une partie de Legacy of You récemment. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, encore une fois, je vais faire apparaître le lien dans le coin de l'écran si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ma partie, ma session de jeu. Donc, je vais qualifier Legacy of You de jeu à acheter. À condition, je vais mettre une petite astérix, à condition, évidemment, que vous soyez du genre à jouer en solitaire puisque c'est la seule configuration. Je vais dire aussi que je juge qu'il s'agit peut-être pas du meilleur jeu d'introduction à la configuration en solitaire. Pour ceux qui se sont jamais vraiment adonnés à cette configuration-là, c'est possible que vous trouviez le challenge un peu trop haut comme jeu d'introduction, mais je dirais que la complexité des règles fait en sorte que c'est super simple de plonger dans le jeu. Et même si on est plusieurs jours, voire semaines sans jouer, c'est un jeu qui est simple. On n'a pas des règles qui s'ajoutent à tout bout de champ, contrairement à la plupart des jeux de campagne avec des aspects narratifs, ce qui est très rafraîchissant et qui est très positif. Donc, c'est facile d'y retourner. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je le recommande fortement à l'achat, mais j'ai la difficulté à le recommander si c'est votre première expérience solo. Toutefois, si vous êtes des joueurs solo aguerris, foncez tête baissée. Le jeu représente, comme je le disais, un très bon défi. C'est difficile de gagner une partie, mais pas impossible. Toutefois, quand on obtient une victoire, on est tenté de le crier à tout le monde sur Facebook, tellement on est content, on est satisfait, on est fier de nous. Les parties sont addictives, sont assez courtes pour qu'on ait envie d'enfiler 2-3 parties l'une en arrière de l'autre. La mise en place est super rapide, ce qui est un gros point positif aussi lorsqu'on s'installe en solo. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis souvent découragé par la mise en place pour une expérience seule avec moi-même. À chaque partie, on débloque de petits éléments qui viennent modifier les prochaines. Ça peut être des éléments qui viennent nous compliquer la tâche, qui nous offrent de nouvelles options ou qui viennent nous faciliter la tâche. Toutefois, je dois dire que j'aurais préféré quand même que ce soit des éléments plus significatifs, auxquels on s'attache plus. Où tu te dis, oh wow, ok, là, la prochaine partie va vraiment être différente. Mais non, ce sont de petits ajouts, mais le jeu demeure, selon moi, un incontournable pour les joueurs solo. On se tourne maintenant vers le gros et le lourd, l'intimidant Ibris Disordered Cosmos. Dans ce cas-ci, on est sur du 2 à 4 joueurs avec possibilité d'y jouer en solo grâce à l'une des extensions. Gros jeu euro avec de la gestion de ressources, la planification, du placement d'ouvriers, des affrontements entre les joueurs, de l'interaction, beaucoup d'asymétrie aussi. Dans Ibris, on incarne des Olympiens comme Zeus, Hadès, Athéna, Poséidon, du moins pour le jeu de base, qui doivent faire leurs preuves afin de devenir le prochain dirigeant ou la prochaine dirigeante de l'Olympe. Il y a beaucoup de choses à gérer dans Ibris.
Premièrement, l'ordre de tour change à chaque manche en fonction des cartes de piliers divins que les joueurs récupèrent, qui accordent également, en plus d'influencer l'ordre de tour, qui accordent également des avantages uniques pour le joueur actif, mais aussi pour tous les autres joueurs autour de la table. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un joueur va jouer sa divinité, il va pouvoir activer ce pouvoir-là et tous les joueurs autour de la table vont avoir aussi une compensation. Il y a ensuite la phase de planification où tous les joueurs vont secrètement, discrètement placer des jetons sous les personnages qu'ils désirent déployer pendant la manche plutôt, en prévoyant quel lieu ils prévoient visiter. Juste la phase de planification, ça représente un gros casse-tête, ça aussi. Ensuite, c'est la résolution des actions où on peut faire une panoplie de choses différentes que je ne vais pas énumérer ici. Si ça vous intéresse, j'ai également fait des vidéos pour Ibris du temps du prototype. Alors, je vais en faire apparaître une dans le coin de l'écran si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Ceci étant dit, je vais qualifier Ibris de jeu à acheter. Si vous êtes fan des gros jeux euro, Ibris est un must. C'est un must. Premièrement, la symétrie est géniale. Chaque divinité a 2 pouvoirs uniques, en plus d'avoir 6 améliorations uniques qu'on pourra développer en cours de partie. Et selon l'ordre dans lequel on va développer ces améliorations, ça va changer notre focus pour la partie et le timing dans lequel on va pouvoir en bénéficier. Ajoutez à ça les éléments qu'on va acquérir en cours de partie, on a vraiment un sentiment de développement satisfaisant. J'adore également qu'on peut faire plusieurs parties avec le même personnage sans toujours avoir... plutôt, je recommence ma phrase. J'adore le fait qu'on peut faire plusieurs parties, toujours avec le même personnage, mais où on a toujours la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Quand je joue à des jeux asymétriques, souvent, après une partie, je me dis, je vais refaire une partie avec un autre personnage parce que j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il fait. C'est vrai pour Ibris, mais je prends énormément de plaisir à rejouer avec le même personnage parce qu'il y a tellement de choses à déployer et à découvrir avec son personnage pour se spécialiser et voir les différentes avenues dans lesquelles il excelle. C'est comme découvrir un nouveau pan du jeu à chaque fois. C'est un jeu euro qui surpasse plusieurs autres titres du même gabarit, je dirais, et selon moi, c'est à avoir dans sa collection si on est amateur de gros jeux. Et on termine avec le dernier jeu d'aujourd'hui, mais non le moindre, il s'agit d'Astro Knights. Cette fois-ci, on est sur du 1 à 4 joueurs, un jeu 100% coopératif de deck building qui reprend les mêmes mécanismes de jeu que Aeon's End, mais dans un univers différent et qui simplifie ces mécanismes de jeu pour viser des parties un peu plus courtes, un peu plus accessibles et avec un peu moins d'éléments à gérer. Dans Astro Knights, les joueurs incarnent des guerriers de l'espace qui devront protéger la galaxie et repousser les attaques de gigantesques monstres intergalactiques. Il existe différentes actions possibles dans Astro Knights, mais essentiellement, celles-ci vous permettent d'améliorer votre personnage, différents aspects de votre personnage, d'utiliser vos cartes ou de récupérer de nouvelles cartes qui s'ajoutent à votre deck. C'est un jeu de deck building. La twist, c'est que contrairement à la majorité des jeux de deck building, ici, votre deck ne sera jamais mélangé. Lorsque votre deck est vide et que vous devez piocher de nouvelles cartes, vous allez simplement prendre votre défausse et la retourner face cachée. Le timing, lorsqu'on joue, est donc crucial concernant l'ordre dans lequel vous allez défausser vos cartes. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais qualifier Astro Knights de jeu à ignorer. Et oui, mais écoutez-moi bien, si je le qualifie de jeu à ignorer, c'est pour la simple et bonne raison que je juge que Aeon's End
propose exactement la même expérience, mais en plus complet, selon moi, en mieux. Le seul avantage d'Astro Knights, je dirais, c'est de raccourcir un peu les parties d'environ 15 minutes pour proposer une expérience semblable. Bon, on a aussi coupé les coins ronds pour rendre le jeu plus accessible, mais ça, ce n'est pas un point positif, selon moi. Parce que Aeon Zen, lui, est supérieur en tout point si on oublie le 15 minutes de plus pour une partie. La symétrie est plus intéressante, la variété dans la boîte de base est plus vaste, les combos sont plus nombreux, c'est plus satisfaisant de personnaliser son deck, on a plus d'options. Bref, si vous avez déjà Aeon's End, vous pouvez complètement ignorer Astro Knights. Et si vous ne possédez pas Aeon's End, je vous le recommande à la place. Alors voilà pour ce qui était la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous rendre dans la section commentaires pour me faire parvenir vos recommandations personnelles basées sur vos expériences concernant chacun de ces jeux. Ça m'intéresse et je suis convaincu que ça intéressera également les autres auditeurs qui iront lire vos retours. Alors, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2